Voilà, donc on va maintenant passer donc, au dernier exercice de cette interrogation de 2015 relative donc, au mouvement d'un yo-yo qui roule. Donc ce yo-yo qui roule, il a la forme suivante. Donc on l'a sur un plan donc, horizontal. Donc il est constitué d'un grand disque comme ça. À l'intérieur, donc on a un petit rétrécissement et puis on vient donc tirer avec notre corne à cet endroit-là avec une tension T qui est du coup est la même sur toute la corde. Voilà, donc ce point-là, qui est le point de contact, on l'appelle I. On l'appelle I. Le centre, on l'appelle G. Et ici, on l'appelle A. Chose très intéressante, donc le rayon intérieur, c'est petit b, et puis le grand rayon, donc c'est 2 fois b. On utilise un système d'axe qui est le suivant, donc on oriente les y vers le bas et les x vers la droite. L'accélération de la pesanteur donc, est dirigée ici vers le bas. Et donc première question, question numéro 1, donc représenter donc, toutes les forces qui agissent sur ce yo-yo. Alors, donc, on a le poids, comme d'habitude, donc le poids, il est vertical dirigé vers le bas, il s'applique au centre de gravité. On a la réaction verticale dirigée vers le haut, qui du coup compense complètement le poids. Et puis donc on a cette force de traction, donc on va appeler T, qui s'applique au point A, et puis pour pas que ça glisse, on a donc un mouvement de roulement sans glissement, on a besoin de frottements, et ces frottements sont des frottements dits statiques, puisque de toute façon, si on n'a pas de glissement, ça veut dire que la vitesse du point I ici est nulle, donc on est dans un régime statique. Donc force de frottement statique dans cette direction. Voilà, donc ça c'était sur représentation de toutes les forces. Question 2, calculer le moment de ces forces par rapport à ce point I, c'est-à-dire par rapport plutôt à un axe qui sort du tableau et qui passe par I. C'est ça la question. Donc calculons ça. Donc question numéro 2. Quel est donc le moment par rapport à I donc, de l'ensemble des forces? Donc commençons par exemple par le poids. Donc le poids, ça va être du coup, ça va être I, G vectoriel le poids. Sauf que donc IG donc il est orienté, donc on a du 2B, on a du moins 2B UY par exemple, puisque Y est orienté vers le bas, du coup IG ça va vers le haut, donc il y a un signe moins 2B, puisque c'est la distance ici. Vectoriel quoi? Vectoriel le poids c'est mg, mais c'est orienté vers le bas, donc là c'est vectoriel plus uy, donc ça c'est mg uy. Là j'ai écrit, mais en fait on n'avait pas vraiment besoin de faire le calcul, puisque de toute façon en fait on voit que IG et P sont collinéaires, du coup le moment associé à cette force est nul. Hop. Donc ça c'est nul. De la même manière, puisque la réaction et IG sont, ou même II ici, sont collinéaires, on n'a pas de moment associé à la réaction. Donc ici c'est vecteur nul. Et après se pose la question, est-ce qu'on a un moment associé à la force de frottement statique? Donc le moment par rapport à I associé à la force de frottement statique, ça va être du coup I fois le point, enfin I, il faut aller au point d'application donc de cette force de frottement statique, et là en fait on a II qui est vecteur nul, donc vectoriel la force de frottement statique, et donc là vecteur nul fois quelque chose, de toute façon ça sera toujours vecteur nul, donc il n'y a pas de moment associé à cette force de frottement statique, c'est pas elle qui va faire commencer à bouger plus ou moins vite notre objet. Et donc il reste quand même une dernière force, et c'est effectivement celle-là qui nous tire et qui va faire bouger l'objet. Et donc son moment par rapport à I, donc de cette tension, ça va être quoi? Ça va être, donc on est par rapport à I, donc c'est I. On va au point d'application de la force, le point d'application de la force c'est A, vectoriel, donc la tension, T. Donc IA c'est orienté vers le haut, donc c'est négatif. C'est à une distance B, donc ça c'est moins B fois UY, vectoriel, la tension qui elle est orientée suivant les plus UX, TUX.
Y vectoriel UX, ils ne sont pas l'un après l'autre, donc c'est le complémentaire UZ avec un signe moins. Comme on avait déjà un signe moins ici, ça fait moins moins, ça fait plus. Donc ça, c'est égal à plus B fois T fois UZ. Voilà. Donc le fait qu'il y ait une tension appliquée au point A, ça fait qu'il y a un moment total qui est non nul. Et ce moment, il est en plus BTUZ. Ça veut dire qu'il va nous faire tourner notre objet donc, dans le sens d'une augmentation donc, de θ au fur et à mesure du temps. Voilà, le moment de la somme des forces est aussi la somme des moments. Donc à la fin, de toute façon, le moment des forces, c'est juste plus BT fois UZ. Donc ça, c'était la question numéro 2. Question numéro 2. Et donc, on va noter ici qu'on avait donc, le moment par rapport à I de l'ensemble des forces qui est égal à BT UZ. Je le note là-haut parce qu'on va en avoir besoin dans la suite. Donc continuons cet exercice. Et donc continuons cet exercice en donc, calculant le moment d'inertie. Ici il appelle grand JI du yo-yo par rapport au point I, en sachant que le moment d'inertie par rapport à son centre de masse vaut JG qui est égal à 2m fois B au carré. Donc ça c'était la question numéro 3. Donc on veut le moment d'inertie par rapport à I, par rapport à un axe qui passe par I et qui sort du tableau, connaissant celui passant par G. Donc forcément, on va encore une fois utiliser le théorème de Huygens, qui nous dit, donc là, il appelle JI, qui est égal à JG, plus la masse totale. Donc la masse totale ici, c'était M, hein, il n'y avait pas d'ambiguïté. La masse totale fois la distance entre I et G au carré, DIG au carré. IG ici, ce sera donc 2B. Donc on nous dit que JG est égal à 2mB carré, 2m fois B au carré, plus la masse, et enfin donc, la distance entre I et G, c'est 2 fois B, donc au carré, ça fait 4B au carré, donc 2 plus 4, ça fait 6. Donc ça c'est 6mB au carré, c'est le moment d'inertie par rapport à I. On note ici JI égale 6m fois B au carré. Voilà, donc là on en était à la question donc, numéro 3. On va passer tout de suite à la question numéro 4 qui nous dit, en utilisant donc, le théorème du moment cinétique, calculer donc, l'accélération angulaire. Donc appliquons ce théorème du moment cinétique. Donc, pour appliquer le théorème du moment cinétique, encore faut-il avoir le moment cinétique en tant que tel. Donc le moment cinétique par rapport à I, qu'on appelle L, c'est un vecteur. Du coup, c'est égal à I, donc ici c'est J, pardon, le moment d'inertie par rapport à I, fois quoi? Fois θ point vecteur. Donc ici, θ point vecteur, et donc si on tire là, on a un θ point qui est orienté dans cette direction, donc on a du donc X, Y, le Z va là-bas, donc ça fait bien plus UZ. Si on dérive ça, donc si maintenant on applique le théorème du moment cinétique, le théorème du moment cinétique nous dit que la dérivée de ça est égale au moment des forces. Donc ça veut dire que la dérivée de LI par rapport au temps est égale à ce qu'on a écrit là-haut, donc qui est égal, donc d'abord c'est égal à JI fois θ point UZ, mais c'est surtout égal du coup maintenant à quoi? À BTUZ. BTUZ. Donc ça veut dire qu'on a quoi? Ça veut dire qu'on a θ point point, c'est-à-dire l'accélération angulaire, qui est égale à BT sur JI. On n'a pas besoin des UZ.
et donc BT sur JI avec JI qui est égal à, donc ça c'est BT sur JI, et JI c'était 6MB carré, donc sur 6MB au carré, les B ici se simplifient, et on obtient T sur 6MB. Voilà. Donc ça c'était l'accélération angulaire. Accélération angulaire, et ensuite, donc vérifions d'abord si c'est bon, voilà. T sur 6MB, très bien. Donc ça répond à la question numéro 4, que θ point point est égal à T sur 6MB. Hop. Question numéro 5. Question numéro 5. Vérifiez que l'accélération du centre de masse vaut que AG égale à T sur 3m dans la direction des UX. Et pour cela, on nous dit qu'on peut utiliser l'accélération angulaire et donc la condition de roulement sans glissement. Donc, condition de roulement sans glissement, on avait vu déjà dans le passé que c'est soit que ici vous pouvez dire que la vitesse de ce point de contact, c'est-à-dire la vitesse de I, est égale à 0, mais c'est aussi équivalent à dire que la vitesse du point G est égale à grand R, donc le rayon, donc ici c'est 2B, fois oméga. Donc appliquons cette deuxième, donc ça veut dire que VG est égal à grand R fois oméga. Sous-entendu, si maintenant on dérive, ça veut dire que l'accélération du centre de gravité, c'est égal à R fois θ point point. Alors ici, R, ça correspond à 2B. Donc ici, c'est 2B fois θ point, et donc ici, on a 2B fois θ point point. Accélération du centre de gravité qui est égale à 2B fois θ point. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de démontrer que l'accélération du centre de masse vaut donc T sur 3m. Donc ici on avait déjà θ point point, donc 2b θ point point, ça fait 2b fois quoi? Fois T sur 6mb. Les b s'en vont, le 2 et le 6 se simplifient, et on a effectivement donc T sur 3m. En l'occurrence, on nous demandait ça de manière vectorielle. C'était juste donc VG est égal à R θ point UX. Donc ici θ point UX partout. Et à la fin c'est UX. Rien de spécial là-dessus. Voilà. Donc là on a déterminé que l'accélération donc du centre de gravité, c'est-à-dire à quel point ce yo-yo va être accéléré vers la droite, est directement relié donc à la force de tension et divisé par 3 fois la masse. Donc ça c'était la question 5. Maintenant on va faire les questions bonus, parce que je pense qu'elles sont intéressantes. Donc les questions bonus qui sont les questions 6 et les questions 7. Question 6. En utilisant le PFD dans la direction des UX, trouver un rapport entre la norme de la force de frottement statique F et la norme de la tension. Donc PFD dans la direction des UX. Donc ça veut dire qu'on va faire donc, la somme des forces dans la direction des UX, c'est-à-dire qu'on va avoir plus T donc, vers la droite et on va avoir moins FS vers la gauche, puisque donc P et R sont des forces qui sont uniquement dans la direction des Y. Et donc ça, c'est égal à M fois l'accélération dans la direction des X, qui correspond à l'accélération du centre de gravité. Donc c'est ce qui est ici, c'est-à-dire T sur 3. Donc M à X, donc ça c'est M fois T sur 3M, c'est-à-dire T sur 3. Donc T sur 3, blablabla, donc ça veut dire qu'il y a un lien entre donc, la force de frottement et la tension. Et donc ce rapport entre les deux, donc on a T, on a Fs
qui est égal à t moins t sur 3, donc c'est-à-dire 2 tiers de t. Donc ça veut dire que si on fait le rapport entre fs et t, on doit trouver 2 tiers, ou l'inverse, si on fait t sur fs, on doit trouver 2 tiers. Voilà. Donc ça c'était la question la question bonus numéro 6, qui est le lien entre la norme de l'affrottement statique et la norme de la tension. Ce lien entre les deux, c'est le rapport donc 2 tiers. Et ça nous mène donc à la dernière question, qui est donc, si maintenant la norme de cette force de frottement statique maximale est Fmax, combien vaut donc la norme de la tension maximale Tmax sans qu'il y ait glissement, hein? Donc on se pose la question maintenant, puisqu'on a ce rapport, qu'il faut forcément vérifier pour qu'il y ait non-glissement, ça veut dire que si on va au-delà de ça, alors il va y avoir du glissement. Donc quel est ce T maximum pour qu'il y ait un glissement? Donc ça c'est la question 7. Question numéro 7, qui nous dit que du coup on a quoi? On a T max, donc ça c'est la question numéro 7. Si on réécrit ça, pour la position Fs max, on a T max qui est égal à donc 3 demi de Fs max. On sait que les forces de frottement statiques, c'est relié donc à la réaction via donc la relation Ks fois R. Donc ça c'est 3 demi de constante de frottement statique fois donc la réaction grand R, la norme de la réaction qui ici est égale à mg. Donc ça c'est 3 demi de Ks fois m fois g. Donc ça c'est la tension maximum à appliquer. Si on va au-delà de ça, alors ça va se mettre à glisser, on n'a plus ce mouvement donc, de roulement. On voit que cette tension peut être d'autant plus grande que la masse de l'objet est grande et que les coefficients de frottement statique est aussi grand. Donc ça c'est logique. Et puis ça se passe, c'est d'autant plus facile de faire glisser que si on est sur la Lune que si on est sur la Terre, et donc ça se voit avec le rapport Jelzin. Voilà, donc on en a fini avec les corrections des TD et des examens. Donc je vous souhaite du bon courage pour travailler et puis à l'année prochaine.